Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Ce podcast vise à donner la parole aux professionnels de l'accompagnement. Je suis Sylvain Barieux. Et je suis Ayat Kamissi. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder l'accompagnement éducatif jusqu'au banc du tribunal, un temps fort qui pose la question du rôle et de la place de l'éducateur face aux jeunes, mais aussi au sein de l'institution. En effet, comment soutenir et être soutenu, tenir la distance, qui représentait le jeune, l'institution. Nous discutons de ces notions aujourd'hui à travers l'histoire racontée par Cécile Morino avec le regard croisé de Marion Bagnères. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors Cécile, tu es aujourd'hui formatrice à l'IRTS de Bordeaux, avec une longue expérience d'éducatrice spécialisée en MEX. Et Marion, tu es juriste et tu interviens en tant que juriste au sein de VicTAID, qui est un service d'aide aux victimes d'infractions pénales. C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, c'est Marion qui va nous raconter son histoire, donc on te laisse la parole. C'est Cécile, pardon. Ouais. Ah oui, pardon. On va inverser les noms, c'est pas très grave. Donc je voulais présenter une situation, donc, mon parcours professionnel. J'ai été 20 ans éducatrice spécialisée avant d'être formatrice à l'IRTS et j'ai travaillé particulièrement en MEX pendant 16 ans. Et l'histoire se situe à peu près dans les fins des années 2000, à peu près 2008-2009. La MEX où je travaillais accueillait des adolescents, plutôt des grands adolescents de 15 à 18 ans à ce moment-là. Du coup, on a été sollicité pour accueillir un adolescent qui était déjà placé en MEX et il y a eu des accusations d'agression envers des jeunes filles. Donc l'adolescent a été placé dans un premier temps dans un hôtel et l'association à ce moment-là a fait le choix de ne pas le repositionner sur le même internat où il était, mais de l'accompagner ailleurs. Donc du coup, on a accueilli un peu en urgence, c'était pas vraiment préparé, ce jeune homme. Donc il avait à peu près 16-17 ans à ce moment-là. Donc nous on a en tête un petit peu le background, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et puis l'idée de l'équipe, c'est d'accueillir avec ce qu'il est, avec ce qu'il nous présente, de faire une page blanche un petit peu, de donner une seconde chance. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'était dans l'idée du travail de l'équipe. Donc on l'accueille. J'ai été désignée référente de la situation avec un autre collègue en co-référence. Souvent on choisit les références selon qui accueille. Quand c'est des accueils comme ça d'urgence, on aime bien l'image de la maman des petits canards un petit peu, c'est-à-dire ce que disait Cyrulnik autour de la question de la première image, de la première figure adulte référence. Donc du coup on fait ce travail-là. Donc j'accueille le jeune homme. C'est un jeune homme qui présentait déjà pas mal de difficultés dans la relation à l'autre, notamment avec ses pairs. Le collectif était compliqué, il y avait parfois un peu de persécution, de paranoïa un peu envers, l'image des autres qu'il renvoyait ou inversement. Et puis une addiction forte au cannabis, de l'errance beaucoup, un parcours de rupture familiale, de rupture aussi dans le parcours institutionnel. Donc quelque chose comme ça, très abandonnique dans la relation. Donc il a fallu créer du lien avec ce jeune homme qui était souvent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la MEX. Et puis le groupe, c'était un peu compliqué pour lui à gérer. On se rend compte aussi en discutant avec les éducatrices qu'il y a vraiment un rapport à la femme complexe, misogynie, on décrypte un peu ça. Nous, on met des mots là-dessus, en tout cas, autour de cette histoire-là de misogynie, mais voilà, un rapport en tout cas compliqué, sauf avec moi en tant que référente, où il était plutôt dans une histoire de recherche, de transfert maternel, recherche comme ça de maternage, d'être toujours il me disait mais Cécile, je mens pas, c'est pas moi, c'est les autres. Enfin il était toujours il faut que tu me crois, il faut que tu me crois, un truc un peu comme ça. Donc il y avait des passages à l'acte, c'était Cécile, il faut que tu me crois, moi je suis victime de quelque chose. Il y avait un tableau. Il pouvait être violent envers les autres jeunes. Oui, alors c'était pas de la violence directe, c'était plutôt, ça pouvait être
des énervements, des insultes parfois, mais de la violence physique, pas tout à fait. On n'était pas sur des trucs, mais bon, il pouvait s'emporter, mais à ce moment-là, il sortait. Il partait, puis ce qu'on pourrait appeler des fugues, mais il s'aérait en tout cas pour revenir après. Donc on était plutôt sur un schéma très comme ça, où la relation était très complexe. D'un côté, il se sentait persécuté, de l'autre côté, il y avait vraiment ce trouble abandonnique qui était très présent dans la relation à l'autre. Et avec ses pères aussi. Du coup, l'accrochage, il a fallu du temps un petit peu pour l'accrochage, mais il voulait retourner à l'école, avoir un métier, se former, un apprentissage, et il était en lycée pro. On l'a réinscrit dans un lycée pro qui était un peu loin, donc vu que le groupe c'était un peu compliqué, il était à l'époque, on avait le droit, il était à l'hôtel, puis après il avait une chambre pas chez l'habitant, mais un système un peu plus collectif, partagé avec d'autres adultes qui travaillaient par ailleurs, en plein centre de Bordeaux. Donc il était plus dans le collectif, mais j'étais toujours référente. Le co-référent était parti, donc je m'étais retrouvée un petit peu seule aussi sur cette situation, mais qui était à l'extérieur, donc un suivi externalisé un peu comme ça à l'internat. Jusqu'au jour où donc à chaque fois au lycée il y avait des petits troubles, c'est pas de ma faute, c'est toujours les autres, etc. Faut que tu me crois, Cécile. Il y avait toujours ce truc-là, il faut que tu me crois, Cécile. Et un jour, un dimanche, ma collègue m'appelle. Et si ma collègue m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, je travaillais le lendemain matin au lever, donc à 6h30. Donc, tu travaillais pas le dimanche? Non, je travaillais pas le dimanche. Et si elle m'appelle, c'était justement parce qu'il fallait que je sache quelque chose pour le lever du lendemain matin. Donc, elle m'annonce que le jeune homme a été interpellé le samedi matin. Et que il avait raconté que j'étais là le vendredi soir avec lui et que du coup j'étais un peu dans l'histoire, et que j'allais certainement être appelée par la police aussi pour venir témoigner de quelque chose, etc. Donc elle m'explique un petit peu tout ça, mais pour moi c'est un peu brouillon. Je comprends pas toutes les infos, mais en tout cas il a été interpellé, et qu'il fallait qu'elle amène des affaires parce qu'il allait rester en prison, en garde à vue, un truc assez important, et pas du tout casser des voitures ou des trucs un peu plus classiques de la Mex, quoi. Bon, donc elle essaye de m'expliquer un petit peu tout ça pour me prévenir, et puis le lendemain j'embauche. Et pardon, lui-même, elle-même, comment elle a eu l'info? C'est la police qui l'a appelée, elle bossait. Okay. Ouais. Et effectivement, dans la semaine, j'ai été auditionnée. En fait, j'avais accompagné le vendredi soir, donc c'était en fin de journée, c'était pas en soirée, c'était en fin de journée. Il devait rejoindre son hôtel. Et en fait, je l'avais raccompagné en voiture jusqu'au centre-ville. Il m'avait demandé de le poser. C'était Gambetta. Il m'avait demandé de le poser par là avant qu'il rejoigne son hôtel. Il voulait voir une amie, un ami, je sais plus. Mais enfin, voilà. On s'était un peu quitté là-dessus. Donc, j'étais repartie, travailler. Et en fait, dans sa déposition, il avait dit, mais l'éducatrice Cécile m'avait déposé à tel endroit, etc., etc. Donc j'étais dans les papiers. En gros, c'était un petit peu ça. Donc j'ai été interrogée par la police dans la semaine qui a suivi, assez rapidement. J'avais demandé aux policiers de pas forcément me raconter tous les contours. Je savais juste qu'il y avait une histoire d'agression sexuelle et que il l'avait récupéré après une course-poursuite, et qu'il savait que c'était lui. Il y avait l'ADN avait été déjà retrouvé, déjà décortiqué, donc du coup j'ai les experts quoi. J'ai posé plein de questions autour de comment on fait pour les ADN et tout ça, donc il m'explique les labos, les machins, mais là priorité à connaître l'ADN de l'agresseur. Mais au fur et à mesure il racontait des détails très très sordides. Et donc, moi, je voulais pas trop... Le policier racontait les détails sordides. Ouais, des faits qui étaient sortis dans la presse, hein, c'était des détails, des informations qui étaient sues aussi par d'autres endroits. Mais en tout cas, donc il m'a expliqué aussi un petit peu tout ça, qu'il s'agissait d'une agression sexuelle sur des femmes avec...
bon, je passe les détails, mais en tout cas sur des femmes qui étaient comme lui, beaucoup en errance, donc un croisement comme ça dans un squat. Ok. Et une des femmes a réussi à s'échapper et à alerter dans la rue. Et donc du coup, en fait, là, la police a été interpellée aussi. Donc ils ont essayé de retrouver chose qu'ils ont fait au petit matin. Donc ça, c'était le vendredi soir. Et interpellé le samedi matin, au petit matin. Donc après, garde à vue et puis direct en prison pour tout ça. Voilà, donc j'ai été interrogée par le policier, interviewée en tout cas, certainement pour corroborer les informations du jeune, et puis pour aussi un petit peu en savoir un peu sur sa personnalité, ou si c'était déjà la première fois, aussi, parce qu'en fait, cet ADN avait été retrouvé aussi sur d'autres crimes. En tout cas d'autres situations en parallèle, et notamment, ça on l'a su du coup comme ça, à la MEX on avait l'utilisation d'un appartement pour tout ce qui est travail de l'autonomie, des projets des jeunes, etc., où les jeunes pouvaient y être soit en semaine, soit en week-end, avec un accompagnement de visite, de simples visites et de travail éducatif derrière. Et il se trouve que dans un des deux appartements, il a aussi passé à l'acte avec des jeunes femmes. Donc on a su tout ça bien après, quoi. Et ça, c'est le travail d'enquête de la police. Ouais, c'est ça. Donc, quelques mois après, on a su ça. Il y a eu une instruction, je suppose, avec un juge d'instruction, donc c'est tout le travail de l'instruction. C'est ça. Et ils ont croisé, du coup, d'autres affaires. Et en croisant d'autres affaires, en fait, ce jeune-là se faisait appeler par un prénom qui n'était pas le sien. Et donc en fait voilà, il y avait quelque chose de, mais est-ce que dans ces troubles psychiques qu'on commençait à entrevoir entre l'errance, l'addiction au cannabis, la persécution, est-ce que il y avait pas quelque chose autour d'une personnalité un peu dissociée comme ça, bon. Donc le jeune, on le revoit plus. Il est plus dans nos tablettes non plus de l'accompagnement. Il est en prison, il est en attente de son procès. Ça, et puis du coup, on n'a plus du tout eu de nouvelles. Et puis 2 ans et demi après, on m'appelle, je suis en vacances, on m'appelle en me disant le procès va se tenir lundi, vous êtes convoqué à 14h pour... Donc là, t'as pas eu du tout de nouvelles Non. Okay. Voilà, et puis 2 ans et demi, c'est long dans les prises en charge, t'envoies d'autres des jeunes, tu changes d'équipe, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent en 2 ans et demi, et on te rappelle pour te dire, ah, vous vous rappelez cet événement-là qui était pas anodin dans une carrière d'éducatrice, voilà, c'est le procès, on va vous demander de venir témoigner. De témoigner de quoi déjà, et voilà, et en fait c'était hyper impressionnant d'arriver aux assises. Je connaissais pas ce lieu-là, j'avais pas visité, j'avais pas fait les journées du patrimoine. Je connaissais pas, j'étais toute seule. C'était moi, Cécile, qui était convoquée. Est-ce que c'était l'institution? Est-ce que c'était la personne? C'était un peu mes questions. Et à ce moment-là, mes cadres de direction étaient en vacances. Je pouvais pas m'appuyer non plus sur un questionnement comme ça. Qu'est-ce que je dis en tant qu'éducatrice de l'institution de la MEX? Qu'est-ce que je dis en tant que personne? Je savais pas trop en fait. Et puis vraiment, j'ai été convoquée. J'étais encore en vacances, donc je suis revenue de mes vacances pour ça. Et le lundi à 14h, on a d'abord une présentation un peu des faits, enfin pas des faits, mais il y a les jurés, il y a voilà tous les juges et les jurys qui sont nommés. Et puis nous on attend. C'est la première partie effectivement du procès, où quand on est cité comme toi en l'occurrence en tant que témoin, on est effectivement convoqué pour le début du procès qui commence soit à 9h soit à 14h, et où la première partie va être consacrée au tirage au sort des jurés, effectivement pour composer la cour d'assises et la juridiction de jugement. Et ensuite on va faire l'appel des différentes personnes qui sont citées en tant que témoin, et en l'occurrence toi, pour te donner ton horaire de passage et savoir quand c'est que tu vas être entendu par la juridiction. Et en tant que témoin,
la personne, sauf si elle est partie civile à la procédure, n'a pas le droit de rester dans la salle d'audience pour justement pas pouvoir se faire polluer, entre guillemets, de ce qui va être dit avant son témoignage. Parce que justement, ce qui est toujours très compliqué pour les témoins, c'est qu'on demande de revenir sur des faits d'il y a 2 ans, voire même très souvent 3-4 ans, où on a été entendu une fois dans le cadre de l'enquête de police ou l'enquête de gendarmerie. Et le but, c'est d'essayer de retrouver les souvenirs, mais de pas se laisser polluer par d'autres souvenirs qu'on va se créer en entendant ce qui va être dit. Donc c'est pour ça que tu n'avais pas le droit de rester dans la salle, ou qu'en tout cas, on t'a rien dit avant ton passage à la barre. C'est ça, exactement. Et surtout qu'on a des mécanismes un peu comme ça, où on range les souvenirs et on veut plus les retrouver, quoi. Ouais. Donc là, faut me rappeler ce que j'avais dit à ce policier ce jour-là. Enfin bon, c'était. Est-ce que tu les édulcores un peu les souvenirs? Est-ce que on se les réarrange un peu à sa sauce en se disant finalement peut-être que c'était, ou est-ce que non, finalement tu avais un souvenir assez clair de Alors j'avais de ta pas déposition, de souvenir de ma déposition du tout. J'avais un souvenir assez clair du fait, enfin tu vois, de l'événement, en tout cas de l'ordre chronologique, c'est-à-dire ce dimanche quand on m'appelle, etc., mais pas vraiment de ce que j'ai pu dire. Et puis en plus c'était une discussion avec le policier autour de tout ce truc d'expert là, et donc c'est vrai que je savais plus que moi j'avais déposé, et même le souvenir de je l'avais déposé à tel endroit le vendredi à quelle heure. Ça, c'était plus très précis dans ma tête, effectivement, ouais. Donc voilà, et c'est ce qui s'est passé. J'ai été convoquée à 14h le lundi au tribunal. Il y a toute la question des jurés et des témoins. Et puis on s'en va en nous donnant l'heure de passage dans la semaine. Donc moi, c'était le lendemain, à 10h, je crois, un truc comme ça. Pardon, à 10h, et en fait il se trouve que une des personnes victime, et donc qui a porté plainte par la suite, qui ne souhaitait pas être présente, donc qui était représentée par son avocat certainement, a fini par venir ce jour-là à 10h, enfin ou dans les 30. Donc moi j'étais dans la salle avec l'huissier. Des témoins. Voilà. Où les témoins sont gardés quand ils arrivent un petit peu avant leur horaire de passage. Ils restent dans cette salle-là jusqu'à ce que le président ou la présidente fasse appeler le témoin pour venir passer à la barre. Okay. Et cette salle, elle est, il y a un couloir entre la salle des assises et puis la salle des témoins, donc on n'entend pas normalement ce qui se dit. Et en fait, donc la personne victime arrive, donc on me demande d'être patiente et d'attendre mon tour, qui sera certainement plus tard, le temps de lui faire sa place à elle, puisque c'est important qu'elle ait sa place. Et donc ok, moi j'ai papoté avec l'huissier, bon ben voilà, j'essayais de me détendre comme je pouvais aussi. Ouais. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu un problème de micro, ils ont dû tourner les micros et j'entendais tout. Et là, j'entendais, mais je vous promets, c'est pas moi, mais je vous promets, j'ai rien fait. Le même discours. Le même discours. Et je me suis dit que, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, voilà, très con, hein, le truc éducatif, au bout de 2 ans, il a pas évolué, il a pas pris du recul, il a pas le truc très con d'éducatrice. Ouais. Voilà, mais du coup, c'était le truc un peu très déstabilisant d'entendre. Donc il y a eu des témoignages et des réponses de sa part et de la part des avocats, enfin de l'avocat général, du procureur. L'avocat général. En cour d'assises, on dit avocat général. Mais c'est la même fonction. Ouais. Okay. Et du coup, c'était très déstabilisant parce que d'un côté, je me suis dit, mais c'est le même jeune. C'est toujours ces questions-là de c'est pas moi. Et puis d'un autre côté, enfin à la fois mal à l'aise et puis à l'écoute des témoignages. Donc ce truc-là dans une pièce particulière, mais avec les micros qui fonctionnaient un peu fort. Donc c'était très déstabilisant aussi de ce côté-là. Et puis vient mon tour. Et là, page blanche quoi, devant tous les jurés, parce qu'ils sont hauts en plus, ils sont pas à la même hauteur. Et à la barre, tous les jurés, le regard du jeune, je sais plus si j'essayais de le croiser ou si lui m'évitait, je sais plus dans quel ordre, mais on s'est pas trop regardé quand même. Et l'avocat du jeune me posait des questions. Alors d'abord le juge, le président me demande de reformuler mon témoignage et là j'en étais presque incapable, je savais plus. Heureusement, il y avait parmi les 3 juges qui ont la fonction de juge, il y avait une juge des enfants avec qui je travaillais beaucoup sur des cas complexes. Okay. Et donc j'ai accroché son regard en fait, et puis c'est elle qui relançait, mais
rappelez-vous le vendredi, nanana, et puis elle me tendait des perches un petit peu comme ça, enfin, sans influencer du tout mon truc, mais pour me faire rappeler un peu les souvenirs, parce qu'ils ont l'habitude des témoins qui savent plus trop. Mais pour préciser, c'est vrai que la cour d'assises, elle est composée donc du président, qui est le président ou la présidente de la cour d'assises, qui va mener les débats et donc diriger un petit peu ce qui va se passer. Et ensuite, il est accompagné de 2 autres juges professionnels. Et c'est là, en l'occurrence, où il peut y avoir un juge des enfants, un juge d'instruction, par exemple, qui va accompagner et composer cette cour. Et après, il y aura les jurés qui sont tirés au sort. Ah ouais, alors les jurés, est-ce que c'est un peu à l'américaine où on a le droit de dire ce juré je le veux pas? Oui, ce qu'on appelle la récusation, où la défense a un droit à récusation, l'avocat général aussi, puisqu'ils ont une liste avec le nom des personnes qui sont tirées au sort, leur profession, leur âge. Et après, c'est totalement subjectif. Sur les procès de nature sexuelle, la défense va avoir tendance à récuser les femmes, par exemple, quand on est sur une victime qui est femme. Quand on est sur un auteur qui a un certain âge, on va essayer d'avoir des personnes dans le jury qui ont le même âge pour essayer que... Voilà, c'est totalement subjectif. Et on peut en récuser combien? La défense, 3, l'avocat général, 2. Okay. La partie civile, 0. Son avocat, la partie civile n'a pas ce droit de récusation. Moi, j'ai une petite question pour Marion. Du coup, ta mission, c'est d'accompagner les personnes victimes d'agression. Bon, là, en l'occurrence, c'est le jeune qui est agresseur, a priori. Mais comment on accompagne ça aurait pu être un professionnel aussi qui est convoqué et qui ne sait rien du tout de ce qui va se passer, comment ça va se passer. Comment on accompagne les personnes dans c'est ce qu'on a essayé de développer avec la cour d'assises et aussi au fur et à mesure de l'accompagnement. Effectivement, on a une convention avec la cour d'assises qui a été signée avec notre service, donc le service Victed, qui gère le bureau d'aide aux victimes, pour proposer aux personnes qui sont convoquées, alors déjà dans un premier temps en tant que victimes, de pouvoir les recevoir pour expliquer qu'est-ce qu'est une cour d'assises ou une cour criminelle, en quoi ça consiste, combien de temps ça va durer, et des questions qui vont être très pratiques sur convocation à telle heure, vers quelle heure vous allez à peu près passer, puisque l'emploi du temps d'une cour d'assises est à peu près toujours la même chose, donc on sait qu'on commence par la personnalité de l'auteur, qu'on va ensuite étudier, revenir sur les faits, la victime est vraiment entendue dans un second temps, donc tout ça on essaie de l'expliquer, sans rentrer dans le détail des faits. Voilà. Moi, effectivement, quand on reçoit dans ce cadre-là, à part si c'est une victime qu'on a déjà dans le cadre d'un suivi avant cette convocation cour d'assises, on va pas rentrer dans le détail des faits de la procédure, puisque pour le coup, j'ai pas accès au dossier, je la connais pas, et c'est pas ma mission, c'est le travail de l'avocat d'aller sur ce terrain-là. Nous, on va vraiment être sur le côté rassurer, expliquer. Et ensuite, on va proposer une visite de la cour d'assises, à vide, pour pouvoir se représenter le lieu en amont du procès et éviter ce choc entre guillemets de cette cour qui est quand même très impressionnante. On est sur une vieille salle en bois avec des bancs en bois, avec effectivement ce côté où la cour
est en hauteur, puisque c'est elle qui juge. La force du symbole, quoi, qui est là. Hein. Exactement. Donc, ce qui rajoute au côté très lourd pour la victime quand elle rentre dans cette salle. Donc ça, on essaie de l'anticiper. Et on propose aussi de assister à un procès. Alors, en choisissant, bien sûr, le moment du procès, parce que le but, c'est pas d'aller recréer un traumatisme à un traumatisme. Donc, par exemple, sur un tirage au sort des jurés, voilà, que la victime nous accompagne et vienne voir comment ça se passe pour justement se représenter, parce qu'effectivement on voit des choses à la télé, mais c'est quand même différent quand on le voit en vrai. Et après, la dernière étape, ça va être de proposer un accompagnement lors de son procès pour que, pour le coup, je sois présente à ses côtés pendant l'intégralité du procès, pour rentrer, sortir, quand il y a des diffusions d'images, de photos, parce que dans certains procès, c'est ça aussi, les photos du corps, par exemple, quand on est sur un décès. Donc, préparer la famille à tout ça, les faire sortir à ce moment-là. Voilà, ça va vraiment être ce type d'accompagnement, d'être aux côtés de la victime. Là, effectivement, dans ces moments. Ça veut dire que parfois, tu vas pouvoir prendre la parole à la victime, en t'adressant à la victime, en disant attention, là, ils vont montrer des photos. Si tu veux sortir, c'est maintenant, parce que après. Au niveau de la physionomie de la cour d'assises de la Gironde, puisque en l'occurrence c'est de celle-ci dont on parle, les victimes ne sont pas à proximité directe de leur avocat. Elles sont pas très très loin, mais elles sont pas à proximité directe. Donc ce qui fait que souvent la victime, et quand on est sur des faits de nature sexuelle, dans la majorité des cas, il y a un huis clos qui est demandé, donc c'est-à-dire pas de publicité des débats, on ferme la porte et il n'y a que la victime partie civile qui est assise dans la salle. Ouais. Voilà. Et ce qui effectivement pour la victime est compliqué de se retrouver toute seule sur son petit banc en bois à entendre tout ce qui est dit. Donc effectivement le fait d'être présente à côté, ça permet de pouvoir répondre à ces questions dans l'instantanéité et effectivement quand la victime craque aussi, de dire là on va aller prendre l'air dans ce fameux petit couloir, parce que effectivement là faut aller prendre l'air. Voilà, c'est tout ça. Et à part Victed, il y a d'autres personnes qui ont le droit d'être à côté de la victime ou... Alors, la victime, quand on est sur des huis clos, la victime peut faire des demandes, par exemple, si elle veut effectivement qu'il y ait personne dans la salle, mais potentiellement son mari, sa mère. Donc, c'est ce qu'on appelle un huis clos partiel qui peut être demandé en début d'audience pour que cette personne soit là. Après, en tant que professionnel, il peut y avoir, moi je l'ai déjà eu, la psychologue, par exemple, qui accompagne, qui peut demander à être présente, ou des éducateurs qui peuvent être présents auprès de jeunes qui ont été victimes. Voilà. C'est à peu près, mais ça, c'est laissé à l'appréciation de la cour et à la demande de la victime. Toi, Cécile, tu as un souvenir de s'il y avait des personnes avec les victimes, là où les victimes? Il y avait 3 victimes, en tout cas connues, et qui s'étaient portées partie civile. Il y en avait une qui était accompagnée par j'ai l'impression que c'était sa mère ou par une personne un peu plus âgée. C'était pas forcément des jeunes victimes. Il y en avait une qui était beaucoup plus âgée que lui d'ailleurs. Donc oui, j'ai le souvenir de ça, mais surtout d'une salle relativement vide. On n'était pas beaucoup de témoins à être cités. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que moi j'ai été demandée dès le mardi matin, et ça peut faire référence à ça. En tout cas, on m'a posé des questions en tant qu'éduc sur la personnalité du jeune homme. En tout cas, moi, de ce que je connaissais. Et alors, ce qui était assez particulier, c'est que l'avocat du jeune homme me posait des questions qui allaient peut-être à l'encontre, ou alors je sais pas ce qu'il voulait essayer de prouver peut-être, mais en tout cas, sa relation avec les femmes éducatrices, donc tout ce que je vous disais de la question de ce qu'on décryptait comme une sorte de misogynie. En tout cas, il était très en défiance, etc. Sauf avec sa référente, donc moi en l'occurrence, tout ce qui était aussi errance, addiction, trouble, un peu de la personnalité, tout ça. Alors de ma place d'éduc, moi j'étais pas psy. Mais il venait chercher des questions là-dessus et rien de positif en fait. Ouais. Pas sur son insertion, pas sur. Okay. C'était hyper particulier. Mais et du coup, comment t'as vécu ça? Parce que le rôle premier en tant qu'éduc, c'est d'accompagner, quel que soit le profil du jeune et ses difficultés. Et là, de te retrouver au procès qui va quand même peut-être à l'issue, c'est la prison. Comment t'as vécu cette dissonance, je dirais? Je me suis pas posé les questions de ma place d'accompagnement à ce moment-là, puisque je ne l'étais plus.
Oui. Ça faisait 2 ans et demi qu'on avait été écarté de l'histoire, quoi. Donc du coup, écarté, c'est très très moche ce que je viens de dire, mais en tout cas, voilà, il était en prison, on n'avait plus la mesure, si je dois le dire en termes administratifs. Et donc du coup, moi, j'étais pas là en tant qu'éducatrice accompagnante à ce moment-là. Mais par contre, en tant qu'éducatrice, je me suis posé la question, est-ce que j'étais là en tant que personne qui l'a vu pour la dernière fois le vendredi après-midi, ou l'éducatrice et effectivement, alors très vite, finalement, les questions m'ont amené à répondre en tant qu'éduc et du coup de ma place de l'époque, mais pas sur aujourd'hui comment j'accompagnerais ça. Bah, pas du tout. En fait, c'était des faits et puis d'énoncer un peu des choses, de répondre à ces questions-là. Donc en fait, la question pour moi, c'est même pas posée en ces termes-là. Par contre, avant d'aller au procès, de témoigner, c'était qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je peux dire dans le cadre du secret partagé, peut-être. Alors, sachant que c'était un ancien accompagnement, donc est-ce que le secret partagé n'est plus dans les clous, pas, enfin des choses qu'on se poserait pas en vrai, mais que là, il était nécessaire que je me pose, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de cadre pour venir un peu répondre à m'apporter un cadre, en tout cas, de témoignage. Qu'est-ce que je peux dire de l'institution? Qu'est-ce que je peux pas dire? Qu'est-ce que je peux dire de l'accompagnement? Qu'est-ce que je peux pas dire, etc. Il y a plus de mesures, donc l'association elle est plus responsable de ce jeune. Non. Donc est-ce qu'elle a vraiment à se positionner par rapport à ce que tu peux dire ou pas dire, puisque de fait il est plus sous la. C'est ça. Et qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que j'anonymise ou pas de l'institution, de l'équipe, de je sais pas. Enfin tu vois, des trucs un peu comme ça. Alors ils sont pas allés sur ce côté-là. Ils m'ont pas posé des questions comme ça, de qui était présent ou pas. Donc c'était pas le sujet finalement. C'était moi qui m'était un peu conditionnée. Pardon. En fait, ce qu'il faut avoir en tête dans le cadre de ces témoignages-là, ce qui importe, notamment quand on est cité en tant que témoin, comme c'était ton cas, c'est qu'est-ce qu'il en était à l'époque. Donc effectivement, parce que c'est toujours très particulier, parce que pour le coup, tu as déjà été entendu, il y avait ton audition dans la procédure. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la cour d'assises ou la cour criminelle, c'est une procédure orale. Donc en fait, tout ce qui va compter, c'est ce qui va être dit à l'oral lors de ce procès. Puisque quand le jury part délibérer, il part pas avec le dossier, il part avec ce qu'il aura entendu lors de cette audience. Okay. Donc c'est pour ça qu'on fait revenir les témoins, qu'on fait revenir plein de personnes qui comprennent pas pourquoi on les fait revenir alors qu'elles ont déjà été entendues à l'époque, parce que effectivement sur les témoignages, parce que heureusement tous les témoins ne sont pas réentendus en cour d'assises, parce que sinon toutes les audiences dureraient 3 semaines, mais les témoins importants, et en l'occurrence là ton témoignage, outre la personnalité de l'auteur, je pense était important par rapport au fait que c'était toi la dernière concrètement à l'avoir vu avant les faits, ou en tout cas à l'avoir déposé à un endroit. C'est pour ça que c'était important que tu reviennes témoigner, mais effectivement le témoignage était important sur ce moment-là, pas sur après on en a profité à mon avis, comme tu étais là, pour parler de sa personnalité, puisque tu le connaissais quand même très bien aussi. Donc c'est effectivement aussi un moyen d'avoir certains éléments. Et les questions dont tu parlais de l'avocat, c'est aussi pour connaître la personnalité de l'auteur, puisque on juge pour une peine, mais on juge en fonction d'une personnalité. Donc il faut aussi avoir tous ces éléments-là pour pouvoir donner la peine la plus juste, si effectivement l'auteur est reconnu coupable. Donc c'est sa personnalité et effectivement comment il pouvait se comporter, les carences qu'il pouvait avoir. On s'en sert entre guillemets pour, alors je mets ça entre gros guillemets, pour excuser l'acte, ou en tous les cas dire voilà, c'était un jeune qui partait avec des difficultés, donc il pouvait pas avoir les mêmes chances que tout le monde, et peut-être là il a pas pris les bonnes décisions. Je pense que c'est pour ça que ces avocats t'ont posé ce type de questions là. Mais c'est vrai que c'était assez déstabilisant. Je pensais qu'ils allaient défendre à tout prix. Bon, voilà, je trouvais que ça enfonçait. Et d'ailleurs, l'avocat général en a profité de prendre tout ça pour décortiquer un peu plus. Donc c'est vrai que c'était assez déstabilisant. Après, il a fallu que je me refasse sur l'instant T tout le chemin de l'accompagnement, et effectivement peut-être me remémorer voilà, dans le jargon ce tableau clinique un peu autour de la personnalité du jeune, parce que je m'attendais pas à ce genre de questions justement en particulier. Et puis comme voilà, c'était il y a 2 ans et demi, j'étais passée à autre chose, et puis j'avais rangé ça très correctement pour continuer le boulot. Comme tu dis, tu l'avais très bien rangé certainement. Et est-ce que on sent bien que tu t'es retrouvée un peu seule face à cette situation? Tu dis bon voilà, mais
mes chefs n'étaient pas là, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, je ne sais même pas comment ça va se passer, tu y vas toute seule en plus. Est-ce que c'est quelque chose après que tu as pu aborder avec ta direction et avec les collègues pour que si ça se reproduise, parce qu'il y a des chances pour que ça se reproduise dans notre secteur, ça puisse être quand même être anticipé et vécu peut-être différemment? Il y a eu 2 temps, en fait, parce que même à ce moment-là, l'équipe, donc au début 2011, l'équipe à ce moment-là n'était plus du tout la même que 2 ans et demi auparavant. Il y avait 1 ou 2 personnes à peu près, mais qui n'étaient pas forcément dans l'équipe éducative, maîtresse de maison, veilleur de nuit, enfin voilà. Donc on n'avait pas forcément des temps de réunion particuliers même avec eux. Et par contre, alors premier réflexe, j'ai appelé les anciens collègues avec qui j'étais très copine pour aller boire des coups. Premier réflexe. Naturel, normal. C'est toujours pour déverser un peu de charge. Voilà. On m'appelle au tribunal. Donc le lundi soir, en fait, je suis allée chez d'anciens collègues. Et ensuite, un peu plus tard dans la semaine, je suis revenue de congé, etc. J'avais envoyé des mails quand même à ma direction pour expliquer ce qui se passait. Ils allaient rentrer de congé eux aussi. En fait, c'est au détour d'un repas, je me souviens de ça, avec des collègues, et notamment ma collègue psychologue qui faisait aussi partie de Victed à ce moment-là, dans 2 temps différents. Et du coup, je lui explique, mais là, en fait, et pour nous, les éducateurs ou les éducatrices qui traversons ça, quels espaces, est-ce que j'aurais dû en parler en analyse de pratique? Est-ce que j'aurais dû, c'était elle qui les animait, est-ce que j'aurais dû en parler en réunion avec les cadres? Est-ce que ça devait être une période de vacances parce qu'il n'y avait pas ces temps-là dans les semaines suivante. Et elle m'a dit, mais tout à fait, Cécile. Et comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, le DUERP n'existait pas. Donc, le document unique d'évaluation des risques psychosociaux n'existait pas. Donc, c'est comment on se débrouille un peu avec ça et avec les outils, puis la confiance qu'on peut aussi avoir en nos collègues, en nos cadres, de recevoir cette parole-là. Ouais. Je me sentais pas en détresse, je me sentais pas mais il y avait cette question de oui, ça arrive. C'est pas tous les jours, heureusement. C'est pas un quotidien dans l'éducation spécialisée, mais par contre, comment on est armé face à ça et comment. Alors moi, j'étais déjà un peu solide professionnellement. Ça faisait plus de 10 ans que je travaillais. Il y avait quelque chose un peu comme ça où les ados difficiles, l'abandonnisme. J'étais armée par rapport à ça. J'avais des réponses éducatives par rapport à ça. Mais on passe un step vraiment très différent. Parfois violent aussi de recevoir ces infos-là. Donc c'est un peu tout ça, effectivement, que j'ai pas pu forcément partager vraiment en équipe, puisque c'était une histoire passée, c'était un vécu très personnel auquel ils n'étaient pas associés non plus, parce qu'ils n'avaient pas connu le jeune non plus. Enfin, c'était un peu tout ça, donc du coup ça a traversé la vie institutionnelle un peu, puis c'est reparti après, mais on n'a pas mis de choses en place vraiment. Mais j'ai eu l'écoute de ma collègue par contre à ce moment-là, et puis on a pu en reparler très tranquillement, très posément, de ce que j'avais pu aussi vivre ces jours-là de tribunal, et puis même avant, et en tout cas d'avoir juste une écoute. Et puis elle connaissait en plus la personnalité du jeune, donc juste avoir cette écoute là, c'était déjà pas mal pour moi, mais c'est vrai que ça n'a pas été quelque chose d'institutionnalisé après pour d'autres situations tout aussi difficiles ou violentes. Après, ça pourrait être quelque chose qui, à mon avis, dans le cadre de la formation, qui devrait être effectivement abordé sur cette possibilité, même si on va pas dire que tous les dossiers toutes les situations pourraient potentiellement finir aux assises, mais effectivement, dans le cadre de professionnels, quand on a ce recueil de paroles, que ce soit d'un côté victime ou côté auteur, qu'est-ce qu'on en fait et potentiellement ce à quoi ça peut nous amener, à savoir une convocation en cour d'assises. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais que j'ai des collègues juristes qui étaient dans le service, qui ont reçu une personne qui leur a dénoncé des faits de viol. Ensuite, il y a eu un dépôt de plainte et elles ont été citées aussi en tant que témoins à la cour d'assises. Donc, avec tout ce côté effectivement impressionnant que tu as abordé. Donc, je pense qu'il faut l'avoir en tête quand on est professionnel comme ça sur des métiers comme ça. Potentiellement, ce qu'on va nous dire pourra un jour, ou en tout cas un accompagnement pourra un jour nous amener en
en cours correctionnel ou en cours d'assises. Et c'est pour ça que le fait de peut-être l'intégrer dans de la formation pour expliquer si jamais un jour ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va se passer exactement. Et c'est ça pour répondre à ta question tout à l'heure, parce que j'ai répondu côté victime, mais pas forcément côté autre professionnel. Alors, pour le coup, nous, au sein de notre service, c'est pas quelque chose de systématisé, mais ça arrive de plus en plus qu'on ait des personnes qui nous contactent, qui sont citées en tant que témoins et qui, justement, veulent savoir comment ça va se passer. Donc là, encore une fois, on rentre pas du tout dans le détail du dossier, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de dénaturer le témoignage, tout ça, mais justement expliquer qu'il va y avoir cette convocation avec cet horaire de passage, qu'il va y avoir ce moment où quand on arrive à la barre, et c'est ça, je sais que c'est toujours très déstabilisant parce que c'est pareil pour les victimes, du président qui vous dit on vous écoute, mais on m'écoute sur quoi, qu'est-ce qu'il faut que je dise, je sais plus. T'as pas une question d'abord? Voilà. Et en fait non, le principe c'est que le récit est libre d'abord, c'est-à-dire qu'on attend, le président attend que vous dérouliez toute seule ce que vous avez à dire. Et après, dans un second temps, il pose des questions, il peut reprendre l'audition de l'époque pour justement amener des précisions par rapport à cette audition. Et après, il y a le tour de questions des différents avocats et de l'avocat général. Mais c'est vrai que ça, quand on n'est pas préparé, c'est très déstabilisant. Et c'est pour ça que nous, on essaie de préparer les victimes à ça, en disant, mais quand vous allez arriver, il va falloir dérouler. Oui, mais je dis quoi? Voilà. Donc c'est effectivement ça où ça peut être une bonne chose de pouvoir préparer et anticiper comment ça peut se passer. Bon, en tout cas, Cécile, maintenant que tu es formatrice, tu vas pouvoir intégrer cette partie-là. C'est important. Et on va te laisser les coordonnées de Marion qui pourra intervenir auprès de tes étudiants pour les préparer, parce qu'effectivement, c'est pas des situations simples. Alors, toi, tu avais de l'expérience, mais imaginons un jeune professionnel, ça doit pas être évident. Merci Marion, merci Cécile. Merci. C'était Babillage Social, le podcast du médico-social et du social. Ouais. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles histoires. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes streaming, sur YouTube, sur Insta aussi, LinkedIn, un petit peu partout. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.